Donc moi, je vais profiter effectivement, de la belle introduction de Maryse pour ne pas m'attarder sur ce qu'est l'enseignement explicite, mais plutôt de vous montrer finalement quelles sont les données dont on dispose sur l'efficacité de l'enseignement explicite. Alors, il y a un million de choses, j'ai dû faire des choix qui ont été terribles pour moi. Je vais probablement être frustré encore à la fin parce que je n'aurais pas dit tout ce que je voulais dire. Oui, je sais, justement. Alors, je vais commencer par des résultats qui suscitent des interrogations, normalement chez les gens qui les connaissent évidemment, et je vais vous parler des résultats que vous connaissez tous, enfin d'une enquête que vous connaissez tous, qui est PISA. Il y a eu un travail qui a été fait tout récemment par des chercheurs qui se sont intéressés à l'efficacité de l'enseignement par investigation dans les sciences en faisant une analyse comparative de 6 pays qui utilisaient PISA 2015. Alors des pays anglo-saxons, alors certes, il n'y a pas la France. Nous, c'est que la France est un peu particulière parce qu'elle refuse d'analyser les pratiques pédagogiques parce qu'il y a des élèves en seconde, des élèves en troisième, etc. Donc, voilà. Alors, ces auteurs, donc, ils se sont servis de données PISA, et puis ils se sont servis des questionnaires qui sont envoyés aux élèves sur ce qu'ils pensent avoir comme type d'enseignement. Et ils ont mis ça en relation avec les acquisitions des élèves en sciences, donc dans PISA. Les résultats sont ceux-ci. Vous avez en ordonnée la fréquence avec laquelle les élèves disent recevoir un enseignement fondé sur les démarches d'investigation. Alors imaginez, il y a plein de questions qui leur sont posées. Est-ce que vous faites des expérimentations vous-même? Est-ce qu'on vous demande de discuter sur vos expérimentations, etc., etc. Tout ça fait un indice général de démarche d'investigation. Et puis, en abscisse, vous avez le niveau des élèves aux épreuves de sciences de PISA. À gauche, les élèves les plus faibles. À droite, les élèves les plus forts. Et vous voyez clairement une chose qui apparaît, et la tendance est la même dans tous les pays. Moins les élèves déclarent recevoir d'enseignements fondés sur les démarches d'investigation, et plus ils sont forts en sciences. Et puis il y a les questions qui ont été posées sur un enseignement de type dirigé par l'enseignant, explicite, etc. Et là, donc vous voyez bien, voilà, bon, je vous ai mis ça évidemment, voilà, plus les élèves disent passer de temps à rejoindre ces questions, moins ils sont forts. Et là, c'est l'enseignement explicite dirigé par l'enseignant. Évidemment, vous avez toujours ici, je ne vais pas inverser, hein, ici c'est toujours les plus faibles, ici c'est les plus forts. Et vous voyez, donc en fait, plus les élèves disent passer de temps en enseignement direct, plus ils sont forts. C'est fondé sur PISA, vous pouvez aller vérifier là, partout, la référence. Vous voyez que c'est la même tendance dans tous les pays. Alors, certes, ce ne sont que des corrélations. Donc, on le sait tous, corrélation ne vaut pas causalité. Est-ce que, en fait, les enseignants, pour des raisons X, font plus de démarches d'investigation auprès des élèves dans les classes les plus faibles, etc. Ils en font moins pour les plus forts. C'est une explication possible. On ne peut pas l'exclure. Voilà. Je ne comprends pas très bien pourquoi ça arriverait comme ça dans les 6 pays, mais on ne peut pas l'exclure, effectivement. C'est juste voilà, des résultats quand même internationaux, massifs, etc., qui quand même nous posent un certain nombre de questions. Donc la question c'est, comment évaluer? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire évaluer une méthode pour savoir si elle est efficace ou pas? Tout d'abord, il faut bien se référer à une chose, c'est que quand, évidemment, les enseignants font quelque chose en classe, en général, sauf catastrophe absolue, mais voilà, par définition extrêmement rare, les élèves progressent. Donc, ce que voient les enseignants dans leur classe, c'est que leurs élèves progressent. Et voilà,
moi j'avais un de mes anciens profs, hein, un peu vieux maintenant, mais qui disait, vous savez, on n'a toujours pas inventé la méthode de lecture qui empêchera les bons élèves d'apprendre à lire. Donc voilà, ils apprennent toujours. Voilà. Donc la question n'est pas savoir ce qui marche, tout marche d'une certaine façon. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui marche mieux qu'autre chose. C'est ça qui est important. Et donc, évaluer les méthodes, c'est forcément comparer. C'est comparer plusieurs méthodes entre elles. Alors évidemment, il faut raisonner toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on voudrait qu'il n'y ait qu'une seule chose qui change, c'est la méthode, et non pas, par exemple, les caractéristiques du public, et non pas les caractéristiques des enseignants. Voilà. Donc, il faut se débrouiller pour raisonner toutes choses égales par ailleurs, et la meilleure manière de raisonner toutes choses égales par ailleurs, pour avoir un raisonnement causal, isoler l'effet de la méthode, normalement, c'est de faire des expériences randomisées, c'est-à-dire où on assigne aléatoirement les enseignants et les élèves à une condition expérimentale ou à une condition contrôle, parce que c'est ce qui nous donne le plus, la meilleure assurance que les facteurs observés, les caractéristiques observées des élèves et des enseignants, de même que les caractéristiques inobservées, sont en réalité équivalentes entre les groupes. Alors, comment évaluer? Pour quelles preuves? Alors, j'ai dû faire un choix, donc j'ai décidé de commencer par une évaluation en mathématiques qui a été faite récemment par Céline Guilmoy. Alors, Céline Guilmoy, elle a une histoire un peu particulière. Elle est inspectrice de l'éducation nationale, et en tant qu'inspectrice de l'éducation nationale, elle s'est lancée dans un master, voilà, et elle était persuadée de la supériorité d'un enseignement constructiviste sur l'enseignement direct. Et donc, dans son master, elle a fait une expé pour montrer ça. Et son master, il a montré le résultat inverse. Voilà. Donc, elle s'est lancée dans une thèse pour faire quelque chose, voilà, de plus grand, de plus ambitieux, etc., et pour essayer de voir ce qui se passait. Alors, je vous décris tout simplement son étude. C'est une étude. Alors, c'est en Martinique, voilà. Mais bon, c'est un département français. Donc, elle a fait une étude auprès d'élèves de CE1, avec 26 enseignants, sur les techniques opératoires de la soustraction. Elle a fait une étude 2 sur la notion d'air en CM2, voilà, auprès d'un certain nombre de classes. Le tout a été réparti aléatoirement dans 3 conditions. Une condition socio-constructiviste, où là, elle a bâti des séances selon les principes d'un enseignement socio-constructiviste, d'investigation, etc. Une démarche d'enseignement explicite telle que vous l'a rappelé Maryse, et un groupe contrôle, voilà, enfin business as usual. Et elle a testé les élèves avant, elle a testé les élèves après, et voilà ses résultats. Dans l'étude 1, CE1, soustraction, les élèves ont le même niveau au pré-test, voilà quel est le niveau en post-test. Donc, vous avez l'enseignement explicite, voilà, je vais y arriver, qui a de meilleurs résultats que le socio-constructiviste, qui a de meilleurs résultats que le groupe contrôle. Elle a fait la même chose donc au CM2. Au CM2, pour la notion d'air, eh bien, idem, ils sont identiques au départ, et à la fin des séances, l'enseignement explicite est supérieur au groupe socio-constructiviste, il est supérieur également au groupe contrôle, bien sûr, et il n'y a pas de différence entre l'enseignement socio-constructiviste et le groupe contrôle. Voilà. C'est une expérience assez simple, mais voilà, qui porte sur des vrais élèves, dans des vraies classes. Voilà. Et si on regarde comment les choses se répartissent, en rouge, vous avez les élèves plutôt forts, en bleu, les élèves plutôt faibles. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'au CE1, en fait, vous voyez, dans l'enseignement explicite, tout le monde en bénéficie. Alors,
les faibles un peu plus encore que les forts, vous voyez. Mais bon, ça bénéficie quand même à tout le monde. C'est encore plus net pour la notion d'air, où vous voyez vraiment, même les forts bénéficient nettement d'un enseignement explicite par rapport à tous les autres groupes, et évidemment les faibles, eux aussi. Donc finalement, on a ici une étude qui nous montre que quand on l'enseigne explicitement, ces notions-là, tout au moins, ça marche beaucoup mieux. On peut changer de sujet, on peut aller vers la compréhension, la compréhension orale, par exemple, et on peut faire un truc que personne n'avait osé faire avant elle, Maryse, une étude en maternelle, dès la moyenne section de maternelle, pour voir si on peut enseigner explicitement à des élèves aussi jeunes que ça, la compréhension du langage oral. Est-ce qu'on peut faire ça? Et donc, on a fait un dispositif longitudinal. Les élèves ont été suivis depuis la moyenne section de maternelle jusqu'au CP. Il y a eu différents groupes expérimentaux. Donc, un groupe qui va avoir des stratégies cognitives pour apprendre donc, le langage oral. Un groupe qui va faire de la lecture partagée d'albums. Un groupe contrôle qui n'a aucun enseignement spécifique. Et puis, il y avait un autre groupe, mais dont on ne parlera pas ici, qui travaillait la faune. Qu'est-ce qu'on fait dans ces choses-là? Par exemple, on essaie de détecter des incohérences. Donc on montre ça aux élèves. Alors, les élèves sont répartis en groupes et puis on travaille ça avec eux. Évidemment, on ne dit pas à des élèves de 4 ans, voilà, nous allons travailler les anaphores, nous allons travailler les inférences, les reprises pronominales, etc., etc. On ne leur dit pas ça. Voilà. Ici, vous voyez, par exemple, il y a un texte, donc il est l'heure d'aller à l'école, papa et maman sont en train de conduire Antoine. Et la question que peut poser aux élèves, c'est est-ce que cette image-là correspond à ce texte-là? Bon, comme vous êtes d'excellents lecteurs et compreneurs, vous avez tous compris que ce n'est pas le cas. Mais pour des élèves de 4 ans, ce n'est pas évident, donc il faut les faire discuter là-dessus, etc. Bon, je ne vais pas trop détailler toutes ces choses-là, mais pour vous montrer autre chose, l'interprétation des connecteurs, Guillaume a très soif, il ouvre une bouteille de jus de fruits, il boit après avoir rempli son verre, il y a des images, il s'agit de les mettre dans le bon ordre. Et vous voyez que pour vous, là encore, c'est probablement assez évident. Pour des enfants de 4-5 ans, ce n'est pas si évident que ça. Il faut comprendre qu'on ouvre d'abord la bouteille de jus de fruits, qu'ensuite on remplit son verre, puis qu'après on boit. Même si dans le texte, on boit avant qu'apparaisse remplir son verre. Voilà. Bon. Donc on fait des choses comme ça. On fait aussi trouver le modèle de situation approprié. Allez, dit papa à Lucie, à Tony, installez-vous sur le banc, je vais vous prendre en photo. Quelle est la photo qui correspond au texte? Vous voyez qu'ici, il est en train de prendre la photo. Alors évidemment, on leur a expliqué que la lumière, c'était le flash, l'appareil photo, etc. Donc vous avez tous compris, évidemment, que cette image-là ne correspond pas au modèle de situation. Et donc on les fait travailler là-dessus. Voilà. Ces élèves, il y a un autre groupe d'élèves qui travaillent sur la lecture partagée d'albums. Donc je ne vais pas trop détailler, mais bon, voilà, c'est juste que ça donne lieu à une lecture approfondie sur une période assez longue. C'est une activité très classique en maternelle, mais là, elle est un petit peu plus systématisée. Et on évalue les élèves à différents moments. On les évalue évidemment avant l'entraînement, on les évalue en fin de moyenne section, on les évalue en fin de grande section et on les évalue en fin de CP. Sachant qu'il y a des groupes ici qui ont fait 1 an, donc que la moyenne section, et des groupes qui ont fait 2 ans, moyenne et grande section. Et après, on évalue l'évolution des acquisitions de ces élèves en compréhension orale. Alors, je vous préviens tout de suite, les écarts que vous voyez ici sont des écarts relatifs. Donc, vous voyez, vous avez des groupes ici qui descendent, ça ne veut pas dire qu'en fait, ils sont moins bons. Évidemment, ils ont progressé, mais c'est juste qu'ici, on mesure des écarts. Comme si l'évolution était plate, vous voyez, l'évolution moyenne était plate,
ce qui n'est pas le cas. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez donc les groupes qui ont fait donc, de l'entraînement à la compréhension, c'est les groupes en ligne pleine ici. Les autres, ceux qui ont fait la lecture partagée et le groupe contrôle, sont en pointillé. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils sont à peu près équivalents en début de période. Vers la fin de la moyenne section, on voit déjà des écarts qui se creusent, vous voyez. Il y a encore des écarts en fin de grande section de maternelle. Et puis, par contre, ce qui se passe, c'est que ceux qui n'ont fait qu'1 an d'apprentissage restent meilleurs que les autres, mais s'en rapprochent un petit peu, alors que pour ceux qui ont fait 2 ans, on a un avantage qui continue à se creuser en CP. Donc vous voyez, un avantage très net aux élèves qui ont bénéficié de cet entraînement spécifique à la compréhension orale. Donc par rapport, vous comprenez bien, à une activité qui est très implicite, qui est juste soit un groupe contrôle, soit une simple imprégnation par des textes, par des lectures, avec des questions générales. Alors, et plus largement, donc concernant d'autres domaines, puis en sortant strictement du domaine français ou du domaine de Grenoble. Alors, tout d'abord, un petit rappel, la littérature scientifique est très abondante sur les preuves, entre guillemets, de l'efficacité des formes explicites d'enseignement. Là, c'est une phrase de Hughes et Archer qui montre que l'efficacité de l'enseignement explicite est soutenue par l'existence d'un très grand nombre de recherches convergentes et qui sont menées depuis extrêmement longtemps. Alors, la question même que je me suis posée pour construire cette chose-là, c'est qu'est-ce que je vais montrer? Eh bien, maintenant, il existe des sites, alors il y a des sites en Grande-Bretagne de l'EEF, Education Endowment Foundation, qui sont des sites qui recensent les études, plein d'études sur l'éducation, et qui les évaluent du point de vue des preuves qu'elles apportent en matière scientifique, la qualité des preuves qu'elles apportent, en fonction également de leur coût et en fonction de leur efficacité générale, je dirais. Voilà. Est-ce que ça marche beaucoup? Est-ce que ça marche un petit peu? Donc, ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui est extrait de cette Educational Endowment Foundation sur l'enseignement des stratégies de compréhension en lecture. Ce que vous pouvez lire de ce travail-là, c'est qu'il y a un vaste ensemble de stratégies et d'approches qui peuvent être efficaces, mais pour beaucoup d'élèves, en fait, on a besoin de leur enseigner explicitement et de façon consistante, cohérente, ces stratégies. Et les élèves faibles semblent en bénéficier tout particulièrement. Ce que vous voyez là, ici, c'est des livres sterling. Voilà. Plus vous avez de livres sterling qui sont activés, plus c'est cher. Voilà. Donc ici, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Voilà. Ici, vous avez des cadenas. Plus il y a un nombre élevé de cadenas, plus les preuves sont solides à l'appui de ça. Et ça, c'est le nombre de mois d'apprentissage scolaire
dont on peut espérer bénéficier quand on est soumis à ces stratégies-là. Vous voyez, ici, on peut espérer gagner, par exemple, 6 mois d'apprentissage, ce qui est en fait quelque chose d'extrêmement élevé. Donc, vous voyez, même des entreprises comme ça, donc elle est indépendante, mais c'est en même temps affiliée à des gouvernements, vous voyez, qui n'ont pas d'approche théorique a priori, sont d'accord pour montrer cette efficacité-là. Il y a aussi des rapports qui ont été rédigés pour le département américain d'éducation, et ces rapports, ils ont, donc évidemment dans certains domaines, ils ont la particularité de devoir indiquer quel est le niveau d'appui scientifique en faveur d'une méthode donnée. D'accord ? Donc, fort, modéré, faible, en fonction évidemment de la qualité des études, en fonction de la causalité qui peut émerger de cela. Et quand on fait le bilan de tout ça, et bien là encore, on s'aperçoit qu'il y a de multiples preuves scientifiques de l'efficacité de l'enseignement explicite. Par exemple, vous voyez, il y a un rapport de Camille, etc., sur la littératie qui montre que fournir un enseignement explicite du vocabulaire, fournir un enseignement explicite de stratégie de compréhension, sont les deux éléments qui ont le niveau le plus élevé de preuves pour recommander leur emploi en classe. C'est pas seulement que c'est efficace, c'est que en fait, on gagne beaucoup avec ça, et c'est là-dessus, en réalité, que les preuves scientifiques sont les plus marquées. On peut continuer, par exemple, en mathématiques. En mathématiques, alors même chose, toujours si j'extrais quelques rapports du département américain d'éducation. Donc ça, par exemple, Gersten, c'est en mathématiques pour des élèves avec troubles d'apprentissage. Vous voyez, les deux modes d'intervention qui ont les effets les plus forts sont l'enseignement explicite et l'utilisation d'heuristiques pour la résolution de problèmes. Donc les heuristiques, c'est des raisonnements, ce sont des raisonnements simples et facilement mobilisables. En gros, ce sont des stratégies. C'est-à-dire que quand l'enseignant montre tout simplement aux élèves comment faire pour résoudre des problèmes. Et ça ne marche pas seulement pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, de manière plus générale, Fuchs, sur l'enseignement des mathématiques, une méthode de résolution, il recommande d'enseigner une méthode de résolution pour chaque type de problème et de la présenter au moyen d'exemples résolus. Donc les exemples résolus, c'est typiquement mettre un haut-parleur sur sa pensée, c'est faire la démonstration de comment on résout un problème. Vous voyez, donc il n'y a pas de, il n'y a pas de doute dans la littérature actuellement sur l'efficacité et les preuves d'efficacité en faveur de ce type d'approche. Alors, et encore, donc je vais peut-être pas tout lister parce que ce serait un petit peu, fastidieux, mais il y a des méta-analyses qui existent, par exemple la méta-analyse de Stockard sur 328 sur les effets de l'enseignement direct. Il montre que les résultats sont positifs tant en lecture qu'en maths, qu'en langage, qu'en orthographe, qu'en habileté générale, etc. Vous avez la méga-analyse de Hattie. Alors, je la cite, mais en même temps, Hattie n'est pas le plus rigoureux dans ces méthodes-là, mais il montre un effet extrêmement fort en faveur de l'enseignement direct. Si je continue, il y a la méga-analyse de Bissonnette. Bon, je vais passer rapidement. Et on arrive aussi à d'autres travaux, par exemple sur les activités rédactionnelles. Typiquement, une activité rédactionnelle, c'est comme la résolution de problèmes mathématiques, c'est comme la compréhension en lecture, ce sont des activités par essence complexes. Personne ne pourra jamais vous enseigner l'algorithme qui vous permet de bien rédiger ou de bien comprendre. Voilà. En revanche, il y a des stratégies qu'on peut enseigner qui permettent de contribuer à réaliser une meilleure rédaction, une meilleure dissertation. Et ce sont ces stratégies que l'on peut enseigner de manière explicite. Alors, la personne qui a énormément travaillé sur cela dans le monde, c'est Steve Graham, qui a développé un modèle d'enseignement des activités rédactionnelles, qui a reçu de multiples preuves, qui a été validé maintes fois dans plein d'articles. Il y a des travaux français maintenant qui sont faits dans ce domaine-là,
il y avait le travail de Gianni Scorsia, maintenant il y a le travail de Jonathan Fernandez. Et j'appuie un peu sur le travail de Jonathan Fernandez parce qu'il a mis à disposition tout le matériel pédagogique et didactique d'enseignement des activités rédactionnelles. Donc vous avez tout un ensemble de séances d'enseignement explicite, de stratégies de rédaction pour la classe, donc conçues à partir des principes d'intervention. Donc le SRSD, c'est le modèle qui est issu des travaux de Graham, donc avec des expériences, des preuves à l'appui, etc., etc. Alors, je vais évidemment pas tout vous développer, mais je vous montre juste, enfin voilà, c'est juste une diapo extraite de ça. Vous voyez, par exemple, il s'agit d'identifier les caractéristiques d'une bonne histoire, puis il s'agit d'apprendre des stratégies pour utiliser un brouillon, analyser la structure d'histoires déjà bien écrites, apprendre à auto-évaluer nos histoires, avec cette idée que tout cela, c'est-à-dire que l'enseignement explicite, il ne faut pas seulement le voir comme ça va me donner des connaissances directes. C'est aussi un accès à des compétences d'autorégulation et métacognitive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enseigne, il y a les stratégies. Par exemple, quelles sont les bonnes stratégies pour évaluer mes histoires? Des stratégies pour savoir identifier des caractéristiques d'une bonne histoire. Et bien du coup, ça me donne un contrôle, donc une évaluation et un contrôle sur ma propre cognition. Donc, ce n'est pas seulement favorable à la cognition, si je puis dire, c'est aussi favorable à la métacognition et à l'autorégulation. Et le but, quand vous regardez ce travail-là, c'est le but de Jonathan, par exemple, très clairement affiché, c'est d'améliorer l'autorégulation des élèves dans les activités rédactionnelles. Alors, est-ce qu'on a d'autres preuves que ça? Ben oui. Si je retourne sur le EEF, donc qui fait ses revues systématiques, que nous dit le EEF? Eh bien, vous voyez, ils nous disent qu'un enseignement explicite de stratégie qui aide les élèves à planifier, diriger, évaluer des aspects spécifiques de leur propre apprentissage favorise la métacognition et l'autorégulation des élèves. Donc, vous trouvez ça sur le site de l'EEF. Il y a un rapport de Daniel Moyes et Bokov sur métacognition et autorégulation qui montre bien ça. Hein, voilà, donc vous avez, encore, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Et je vais terminer sur la motivation. Parce qu'un des arguments qu'on a souvent consiste à dire « Oui, mais alors attendez, votre enseignant qui démontre là, etc., c'est quand même vachement contrôlant, quoi, c'est chiant quoi, pour les élèves, alors que vous imaginez, si vous les mettez dans des activités d'investigation, là, ils s'éclatent, ils inventent, c'est quand même vachement plus motivant pour eux. » Alors, il y a des travaux là-dessus, notamment si on se réfère à la théorie de l'autodétermination, qui distingue donc les climats contrôlants et les climats soutenant l'autonomie. Alors, il faut que je la fasse très rapide. Dans la théorie de l'autodétermination, il y a des besoins fondamentaux psychologiques qui sont à satisfaire. Donc il y a le besoin de compétence, il y a le besoin d'autonomie. Il y a aussi un autre, bon, je ne vous en parle pas pour l'instant. Souvent, le besoin d'autonomie, donc la satisfaction de ce besoin d'autonomie, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de pouvoir agir un peu sur ses propres apprentissages, il est opposé à ce qui pourrait être de l'ordre de quelque chose qui serait plus structurant. Eh bien, il y a des travaux. Alors, je vais aller vite aux résultats, qui ont... alors, il y a un travail ici, par exemple, qui a demandé aux élèves ce qu'ils pensaient, comment ils décrivaient des enseignements structurés et des enseignements qui soutenaient l'autonomie. Donc, c'est bien dans les dires des élèves. Okay, eh bien, les résultats de Van Stinkiste, je me suis entraîné à le dire, donc c'est pour ça que je le... Voilà. Les résultats de Van Stinkiste, c'est que dans les perceptions des élèves, on arrive bien à distinguer des enseignements structurés, alors structurés en fait au sens de l'enseignement explicite tel que l'a proposé Maryse, et qui soutient l'autonomie. Mais le résultat fondamental, c'est quoi?
c'est que ces deux dimensions, elles sont positivement corrélées. C'est-à-dire que plus les élèves considèrent que l'enseignement est structuré, plus ils considèrent que ça soutient leur autonomie. Et vous avez le travail de Yang, Rive et de Si qui montre la même chose, mais cette fois sur des observations. Ils ont fait des observations en classe, où ils ont catalogué les enseignements comme plus structurants, plus ou moins structurants, plus ou moins soutenant l'autonomie. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a bien des dimensions distinctes et que ces dimensions, elles sont positivement corrélées. C'est-à-dire qu'un enseignant qui soutient l'autonomie, c'est aussi un enseignant qui a tendance à davantage structurer son enseignement dans le sens d'un enseignement explicite, avec position déclaration des objectifs, etc. Bon, je vais aller trop vite, je m'arrête là. Merci Pascal.